Chers collègues, bonjour. Zina Yacoub de l'Université de Béjaïa, Algérie. Mon intervention aborde un thème assez large qui est le travail à l'ère de l'économie des plateformes. Quels enjeux, quelles réformes? Si l'économie des plateformes a révolutionné le monde du travail, l'enjeu principal est d'adapter la loi aux nouvelles formes de travail qu'elle génère. La question du statut juridique du travailleur numérique invite à réfléchir autour de la requalification du contrat de travail suite à la remise en cause du lien de subordination, mais aussi aux moyens de garantir la protection des travailleurs des plateformes. Pour commencer, il est intéressant d'évaluer l'incidence de l'économie des plateformes sur le travail, l'impact positif de la révolution numérique étant la création de l'emploi, sa promotion vers des formes plus diversifiées, plus ludiques, l'assouplissement des contraintes au travail. Quant à l'impact négatif, il s'agit essentiellement de la perte de la protection, la précarisation de l'emploi et les répercussions sur la vie privée dans un environnement à risque. Ainsi, pour remédier aux effets négatifs du travail numérique et valoriser ses effets positifs, la recherche est orientée vers le statut juridique le mieux adapté pour le travailleur numérique. Il convient de noter que le travail des plateformes ne renferme pas une seule définition. On peut en distinguer 4 formes de travail: le travail de micro-tâches en ligne, le travail en ligne sur appel à projet, le travail en freelance en ligne et le travail hors ligne affecté par la plateforme. Cette dernière catégorie est celle qui correspond au modèle Uber et aujourd'hui la plus visible et la mieux documentée. Les deux orientations principales de la qualification juridique du travailleur numérique vacillent entre le rejet du contrat de travail au profit du statut de travailleur indépendant ou son maintien avec ou pas une redéfinition des principes. L'argumentaire défavorable à la reconnaissance du contrat de travail, du moins dans sa version classique, repose sur l'autonomie du travailleur numérique dans la détermination de certaines conditions de travail, dont le temps et le lieu de travail, sa liberté de décliner les offres de travail qu'il reçoit sur la plateforme et l'absence de la sanction disciplinaire au sens propre. Quant à l'orientation opposée est celle de la reconnaissance d'un contrat de travail pour le travailleur numérique, mais sur quel argumentaire? On cite ici l'arrêt du 4 mars 2020 de la Cour de cassation française qui vient de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la société Uber et un chauffeur. Et les arguments avancés sont les indices de la subordination. Il s'agit de l'absence de l'autonomie décisionnelle, le chauffeur ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas ses tarifs, ni les conditions de sa prestation, le contrôle par un algorithme de la trajectoire de la satisfaction des clients. La sanction, étant donné que la plateforme peut déconnecter le chauffeur temporairement ou définitivement s'il décline plusieurs offres. Mais ce n'est pas là une argumentation exhaustive. Deux options se distinguent au sujet de la subordination qui permet la reconnaissance d'un contrat de travail. Le maintien de la subordination juridique, comme dans l'arrêt précité, cette tendance essaie de trouver dans le rapport de travail les indices de la subordination juridique, ou alors le remplacement de la subordination juridique par la subordination économique en raison de l'indépendance technique du travailleur numérique qui entrave la subordination juridique. Ce serait donc la dépendance économique qui justifierait l'application du droit de travail. En tout état de cause, ce débat a engendré une diversité dans les propositions de statut juridique pour les travailleurs des plateformes. Quelles sont donc les différentes propositions? Tout d'abord, la possibilité d'adaptation au statut déjà existant. On distingue le statut de non-salarié du statut de salarié. Le travailleur numérique non-salarié nous renvoie au travailleur indépendant. Ce statut convient par exemple à la forme de travail en freelance en ligne. Il emporte une présomption de non-salariat, mais qui peut être quand même révoquée par l'établissement d'une subordination à l'égard du donneur d'ordre, notamment dans les autres formes de travail numérique. Quant aux travailleurs numériques salariés, il s'agit de contrats hybrides qui allient activité indépendante et emploi salarié et qui sont basés sur une forme de travail triangulaire. Nous avons par exemple le CDI intérimaire qui peut convenir au travail numérique en supposant que les plateformes puissent obtenir la qualification d'entrepreneur de travail temporaire, ou le portage salarial en assimilant la plateforme à l'entreprise qui héberge le salarié porté et le client à l'entreprise utilisatrice. C'est des formes de salariat qui n'excluent pas la requalification de la relation en contrat de travail. Nous pouvons aussi ajouter le statut de salarié externalisé. L'idée ici est d'adapter la notion de travailleur à domicile à celle du travailleur numérique en ajoutant en adoptant un seul statut pour les deux.
En Algérie, le statut du travailleur à domicile assimilé aux salariés est actuellement le seul statut qui puisse être adapté aux travailleurs des plateformes. Ces différents dispositifs permettent aux travailleurs numériques d'avoir accès à un statut, à une protection sociale, mais la diversité des pratiques et des profils de compétences rend difficile le choix d'un modèle salarié existant. C'est pourquoi penser l'innovation est aussi possible. Nous avons par exemple le travail collaboratif qui repose sur une organisation fractale et qui peut convenir aux plateformes collaboratives. Il faudra alors redéfinir le contrat du travail en remplaçant la subordination par la collaboration. Ou alors penser un contrat de travail ad hoc en proposant un tout nouveau contrat de travail qui conviendrait aux travailleurs numériques, réformer la loi de sorte à ne plus définir les frontières de la subordination, il n'y aurait donc plus besoin de prouver le lien de subordination et sans ramener le travailleur numérique dans les filets du pouvoir patronal, celui-ci pourra bénéficier quand même de la protection que confère le droit du travail. Ou alors, tout simplement, faut-il accepter la diversification des statuts à l'image de la multiplicité des formes de travail numérique, que le travailleur numérique puisse choisir le statut qui lui convienne plutôt que de l'enfermer dans une qualification péremptoire. En définitive, et parce que c'est la finalité recherchée par tout effort de qualification juridique du travailleur numérique, quelle protection assurer pour les travailleurs des plateformes? Il serait illusoire de croire que le travailleur numérique puisse prétendre à tous les droits conférés par le droit du travail. Cela reviendrait à les enfermer dans un statut de salariat rigide. Ainsi, il n'est pas question ici d'évoquer le droit au repos, à congé, la régularité de la rémunération, sauf à basculer dans l'utopie. Il conviendrait donc d'intégrer les travailleurs numériques dans le régime de protection sociale, quel qu'en soit le statut, leur permettre d'exercer des droits collectifs, dont le droit syndical, le droit à la négociation collective, et aussi la protection des données personnelles des travailleurs des plateformes. Nous savons que la protection des données personnelles des salariés est remodelée de sorte à s'accommoder avec le lien de subordination. Donc, si l'on reconnaît la subordination du travailleur numérique, celui-ci sera protégé dans ses données personnelles en emportant les exceptions prévues pour les travailleurs. En revanche, si c'est un travailleur indépendant, le traitement de ces données personnelles serait celui d'un utilisateur ordinaire. Dans ce cas de figure, et parce que le risque est accentué pour le travailleur numérique, il est préférable qu'il soit protégé comme un utilisateur ordinaire. En conclusion, protéger, oui, mais pas trop quand même. À trop vouloir sécuriser le travail des plateformes, c'est leur avenir dans leur configuration actuelle qui paraît sur la sellette. Si l'on admet qu'un accord de travail parti sur les bases du travail indépendant puisse engendrer exactement les mêmes conséquences qu'un contrat de travail classique, cela ne conviendrait ni à l'entreprise numérique, ni aux travailleurs numériques. Par ailleurs, la reconnaissance d'un contrat de travail dans sa version classique pour les travailleurs des plateformes qui correspondent au modèle Uber revient à exclure les autres formes de travail n'ayant pas les mêmes caractéristiques. Or, les travailleurs des plateformes renferment une certaine homogénéité qui suscite un encadrement juridique inclusif du plus grand nombre possible des travailleurs des plateformes. Je vous remercie.